Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on passe maintenant à la troisième partie. Donc en fait c'est la dernière partie de ce cours d'IPP. Euh, Attention, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Donc pour ceux qui ont suivi le cours déjà l'année passée, vous savez très bien que cette partie-là c'est vraiment la plus complexe. Donc il va falloir vraiment que vous soyez attentifs. N'hésitez pas à remettre, à mettre pause ou à remettre en arrière pour bien comprendre les choses. Alors, cette partie 3, elle concerne quoi? Ben, elle concerne les déductions et les réductions d'impôts. Donc, si vous avez fait votre exercice, et donc il est impératif pour que vous puissiez bien comprendre la partie que l'on voit, que vous ayez fait l'exercice de calcul d'impôt. Si vous avez donc bien fait l'exercice de calcul d'impôt, vous avez vu que on calculait d'une part l'IPP fédéral et d'autre part l'IPP régional. Et je vous avais mis dans l'exemple et dans l'exercice réduction régionale, réduction fédérale. Là, je vous ai donné d'emblée un montant à prendre en compte dans ce calcul d'impôt pour réduire l'impôt de chaque côté. Sauf que maintenant, l'objectif, c'est que vous sachiez évidemment qu'est-ce qui rentre exactement dans la réduction, enfin, les réductions régionales et qu'est-ce qui rentre dans les réductions fédérales. Vous allez voir effectivement qu'on va parler d'emprunt, qu'on va parler de titres-services, qu'on va parler de garde d'enfants. Tout ça, ça donne droit à avoir des réductions d'impôts. Et donc, je dirais que ça, c'est la question qu'on pose le plus souvent aux comptables, c'est qu'est-ce que moi, en tant que contribuable, j'ai droit à avoir comme réduction? Tiens, cette année, j'ai acheté des titres-services, quelle est ma réduction? J'ai fait un emprunt pour acheter mon habitation, est-ce que j'ai droit à avoir une réduction? Oui, non. Donc ça, vous devez impérativement pouvoir répondre à ces questions. Et puis c'est essentiel parce que vous avez besoin de connaître ces réductions pour pouvoir évidemment faire vos calculs d'impôt. Alors, partie 3, déduction et réduction. Tout d'abord, il faut bien distinguer la déduction et la réduction. La déduction, c'est le fait de déduire un certain montant de la base imposable. Donc ça veut dire que ça s'opère avant le calcul d'impôt. Donc vous avez fait le rassemblement de vos revenus et de ces revenus, avant même de calculer l'impôt, vous déduisez un montant de la base imposable. C'est ce qu'on appelle une déduction. Tandis que la réduction, elle s'opère après le calcul de l'impôt pour diminuer l'impôt qui sera dû. Donc ça veut dire que vous avez rassemblé vos revenus, vous avez éventuellement fait une déduction, vous avez surtout fait votre calcul d'impôt, et puis pour arriver au montant final, ben, vous allez pouvoir réduire cet impôt d'un certain montant. C'est ce qu'on appelle une réduction. Donc ça s'opère ici après le calcul d'impôt. Alors en réalité, il ne reste plus qu'une seule déduction. Le reste, ce sont des réductions. C'est celle qu'on a déjà vue sur les rentes alimentaires. Alors, les rentes alimentaires, c'est un bref rappel. On a déjà vu ça ensemble. Donc, souvenez-vous, hein, les rentes alimentaires qui sont payées, eh bien, le bénéficiaire doit les déclarer parce qu'effectivement, c'est du taxable, en tout cas pour 80%. Et celui qui les verse, ben, il peut les déduire pour 80%. Alors, ces rentes alimentaires, il y a donc 80% de la rente qui est déductible pour celui qui verse. Mais attention, de ce que je vous ai appris, c'est chaque fois avec un seul débiteur. Si c'est dans le chef du débiteur seul, c'est une dette qui lui est propre. D'accord? Donc là, il y a 80% qui est déductible dans son chef. Tandis que s'ils sont deux débiteurs, là, les 80% doivent être répartis proportionnellement à l'ensemble des revenus imposables du couple, si c'est une dette commune. Exemple, si je verse une rente alimentaire seule à mon fils,
ce que je verse comme rente alimentaire, imaginons sur l'année, je ne sais pas moi, 10 000 euros, eh bien, il y a 8 000 euros qui vont être déductibles dans mon chef, ça on a déjà vu. Mais si par exemple on est à deux à payer cette rente alimentaire, donc mon mari et moi versons 10 000 euros à notre fils. Ces 10 000 euros, on va les déclarer, mais il y a 8 000 euros qui vont être déductibles. Mais qui va pouvoir déduire ces 8 000 euros? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que ça va être moitié-moitié? Alors, rien de tout ça. En fait, ça va être déductible dans notre chef, mais en proportion. Donc, ça veut dire que si nous avons versé 10 000 euros, on va pouvoir déduire 8 000 euros, mais ces 8 000 euros, ça va se déduire chez moi en proportion de mes revenus, et puis chez mon mari en proportion de ses revenus. Donc si par exemple j'ai des revenus de 40 000 euros et mon mari a des revenus de 50 000 euros, à deux nous gagnons 90 000 euros, eh bien les 8 000 euros vont être déductibles en proportion. Donc on va faire chez moi 8 000 fois 40 divisé par 90, et chez mon mari 8 000 fois 50 divisé par 90. On a déjà fait ce genre de proportion, et c'est exactement ici pareil. Alors je vous rappelle que et le débit rentier et le crédit rentier, donc et celui qui touche la rente et celui qui la verse, doivent évidemment déclarer le montant de celle-ci. Alors ce montant, je vous rappelle, c'est les cadres 6 et cadre 8 dans lesquels il faut déclarer. Alors je vous rappelle aussi qu'il faut toujours indiquer le montant total qui a été versé ou obtenu dans la déclaration. On ne déclare pas 80%, on déclare la totalité. Les 80%, ça c'est important dans le calcul d'impôt de savoir qu'il faut déduire 80% de la rente, comme on l'a fait pour le calcul d'impôt dans la séance précédente. Alors, je vous laisse faire les exercices à votre aise. Donc, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Faites vos exercices, regardez par rapport aux correctifs que j'ai mis sur la plateforme, et puis après, vous revenez sur la vidéo. Alors, j'espère que ça a été pour vos exercices. Il n'y avait rien de compliqué, puisqu'on avait déjà fait ce genre de choses, si ce n'est que la déduction de la rente dans le chef de deux personnes. Alors, je passe maintenant au chapitre 2. Et c'est ce chapitre 2 qui est le plus compliqué. Donc vraiment, soyez ultra attentifs à ce que je vais vous raconter. Alors, ce chapitre 2, il va traiter en fait des réductions auxquelles on a droit lorsque l'on contracte un emprunt. Un emprunt pour quoi faire? Pour acheter un bien immeuble d'habitation. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler que lorsque l'on emprunte pour son habitation, on a droit à avoir des réductions. Alors, la matière, elle est compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Parce qu'en fait, il y a plusieurs systèmes qui cohabitent. Alors, il y a un système qu'on appelle le bonus logement. Et ce bonus logement, il y en a un au niveau régional, c'est ça le R, et il y en a un au niveau fédéral. Puis il y a aussi ce qu'on appelle le bonus logement intégré. Ça, c'est un système qui est applicable en région flamande. Puis il y a aussi le chèque habitat. Ça, c'est un système qu'on applique en région wallonne. Et puis enfin, il y a l'ancien système fiscal. Il y en a un au niveau régional et il y en a un au niveau fédéral. Donc, si vous faites le compte, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 systèmes. 6 systèmes différents qu'il faut appliquer lorsque on a contracté un emprunt pour acheter un bien immeuble d'habitation. Alors, la complexité, c'est que ces systèmes sont différents, ils ne suivent pas les mêmes méthodes. Et puis en plus, il faut savoir quel est le système que je vais pouvoir appliquer dans telle situation. Alors,
vous allez voir qu'en fait, ces systèmes, il va falloir détecter quel est le système d'application. Ça va dépendre de certaines choses. Et une des grandes choses de quelles ça va dépendre, c'est l'année de l'emprunt. Alors, est-ce que c'est un emprunt qui a été effectué avant 2005? Et il y en a plein, hein, il y a plein de gens, puisqu'en général, il faut savoir qu'un emprunt, quand on fait un emprunt pour acheter une habitation, c'est un emprunt qui va se faire plutôt sur 20, 25, 30, 35 ans. Donc, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont emprunté avant 2005, puisqu'on est en 2020, ça fait que 15 ans. Soit j'ai emprunté entre 2005 et 2015, avec en plus des spécificités pour l'année 2015, soit j'ai emprunté à partir de 2016, soit même encore après. Alors, vous allez voir donc que l'année, ça détermine beaucoup ces systèmes. Alors, quand on fait un emprunt pour acheter une habitation, il va falloir aller voir votre cadre neuf. Alors, si vous prenez votre cadre neuf, donc prenez-le, d'accord, quitte à mettre pause, vous prenez votre cadre neuf. Vous pouvez prendre n'importe lequel, hein, même le bruxellois. Vous voyez que le cadre neuf bruxellois, il y a donc une rubrique 1 qui traite, je vais le reprendre aussi devant moi. Vous voyez que ce cadre neuf, il y a rubrique 1 régionale. Et là, il est marqué dépenses non mentionnées en 2 A qui concernent votre habitation propre. Alors, si vous regardez ces codes, vous voyez que ce sont tous des codes qui commencent par 3 ou 4. Alors que tous les codes qu'on a déjà vus pour l'instant, ça commence par 1 ou 2. Mais ça vous donne déjà un signe. En fait, tous les codes qui commencent par 3 ou 4, ce sont des codes qui relèvent de la matière régionale. Donc ça veut dire que ça va avoir un impact dans votre calcul d'impôt sur le paquet régional. Alors que si vous tournez la page et vous arrivez à la page 11, là il y a une rubrique 2, il est marqué 2 fédéral. Et donc, alors je passe la rubrique A. La rubrique A n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est rare qu'on tombe dans ce cas-là. Donc on verra la rubrique B. Et donc la rubrique B, vous voyez dépenses non mentionnées en 2 A qui ne concernent pas votre habitation propre. Et là, vous voyez que tous les codes commencent par 1 ou 2. Et ça, c'est le signe que vous êtes dans une matière fédérale. Alors, quand on emprunte pour l'habitation propre, et on a vu déjà il y a longtemps ce que c'était que l'habitation propre, la matière est régionale. Ça veut dire que si vous faites un emprunt pour l'habitation propre, vous savez que la réduction va être régionale. Si vous faites un emprunt pour une habitation qui n'est pas votre habitation propre, vous savez que l'emprunt que vous avez contracté, ça va donner droit à avoir une réduction fédérale. Alors, oui, depuis 2015, on parle bien de réduction et non plus de déduction. Alors, ce cadre neuf, on l'a vu ensemble, donc regardez bien. Alors, que ce soit le code bruxellois, wallon ou flamand, vous voyez que les numéros de code seront les mêmes, mais on verra que en fonction de la région, on a parfois des systèmes différents. Alors, notions importantes. Avant que je vous explique ces systèmes, il faut que je vous explique des notions importantes. D'abord, la notion d'emprunt hypothécaire. Alors, un emprunt hypothécaire, c'est bien un emprunt avec une constitution d'hypothèque. Je vous rappelle que la constitution d'hypothèque, c'est quand on emprunte. Une hypothèque, c'est une garantie. Donc, quand on emprunte à la banque a besoin d'une garantie lorsque vous allez rembourser. Parce qu'elle se dit, si cette personne n'arrive pas à rembourser, qu'est-ce que je fais? Eh bien, elle demande une garantie, et la garantie, c'est l'hypothèque. Donc, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à rembourser,
le bien immeuble que vous avez acheté pourrait être revendu. Assurance solde restant dû. Alors, l'assurance solde restant dû, ça c'est le fait que quand vous contractez un emprunt hypothécaire, la banque vous demande de prendre une assurance. Et cette assurance s'appelle assurance solde restant dû, ASRD en abréviation. C'est une assurance qui est prise sous forme d'assurance vie en fait, dans le sens où la banque se dit oui mais si vous décédez avant d'avoir remboursé le tout, qui va payer? Eh bien c'est cette assurance, c'est pour ça qu'elle vous demande de prendre une assurance. Et donc vous êtes obligé maintenant de prendre une assurance pour couvrir le solde du remboursement si vous deviez décéder avant la totalité du remboursement. Alors l'habitation propre, je vous rappelle que c'est le domicile fiscal, donc c'est l'habitation qu'on occupe personnellement seul ou avec sa famille, si on en a une, plus les élargissements que l'on avait vus avant, donc les raisons sociales, professionnelles qui feraient qu'on n'habite plus dans cette habitation, mais qu'on considère quand même toujours comme habitation propre. Alors, on va parler d'habitation unique. L'habitation unique, quand on va parler de ça, ça voudra dire que on ne peut pas posséder d'autres habitations. Habitation, ça veut dire un endroit, enfin un bien immeuble où on peut habiter. Un appartement, un studio, une maison, etc. Donc, quand je parlerai d'habitation unique, je parlerai d'une habitation et je n'ai pas d'autre habitation en ma possession. Alors, il y a quand même des exceptions qui permettent qu'on puisse avoir d'autres habitations et on considérera quand même toujours que l'habitation qu'on achète est unique. C'est si on a hérité d'une habitation. Si on a hérité d'une habitation, mais attention, en copropriété, en nue propriété ou en usufruit, donc pas en pleine propriété, alors on ne considère pas qu'on a déjà une autre habitation. Ou alors, si je possède effectivement une autre habitation, mais que j'arrive bien à vendre cette habitation dans un certain délai, donc au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc ça vise les situations où, oui, on a une habitation et puis pour des raisons X ou Y, on veut changer, mais qu'on n'arrive pas à vendre simultanément la première pour acheter la deuxième. Et bien dans ce cas, la deuxième qu'on achète est considérée comme unique si j'arrive bien à revendre la première. Alors on regarde bien la situation par contribuable. Donc on regarde toujours si l'habitation est unique pour le contribuable. Donc si on est à plusieurs, donc c'est-à-dire si on est un ménage, monsieur, madame, on regarde bien pour chacun. Alors je vous rappelle que la région compétente, c'est celle du domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ça fait longtemps aussi que vous le savez. Et donc bien regarder, c'est important, la région de laquelle on dépend. Alors, on va parler d'enfants à charge. Et là, vous allez voir que c'est un peu particulier parce que les enfants à charge qu'on va devoir prendre compte dans certains systèmes, et ce sera souvent le cas, ce sont les enfants que l'on a à charge au 1er janvier de l'année qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc ça veut dire au moment de l'emprunt, enfin au plus tard le 1er janvier qui suit la conclusion de l'emprunt, on regarde le nombre d'enfants que vous avez à charge. C'est ce que je dis, c'est souvent un petit peu débile parce que ça veut dire qu'on doit d'abord faire ses enfants, puis emprunter pour acheter, alors que d'habitude on emprunte pour acheter une maison et on fait ses enfants après. Alors, je commence par l'emprunt pour l'habitation propre. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous avez emprunté pour acheter votre habitation propre. Et donc, vous avez toujours cet emprunt qui court parce que vous êtes toujours dans le cadre de votre remboursement. Du coup, la question qui se pose, c'est cette année, dans le cadre de votre IPP, à quoi est-ce que vous allez pouvoir avoir droit comme réduction dans le cadre de ce remboursement qui continue toujours à courir maintenant. Alors, l'emprunt pour habitation propre, je commence par le premier système qui est, je dirais, le plus répandu actuellement.
c'est le système du bonus logement. Alors, bonus logement régional, puisque je vous rappelle que comme nous sommes dans l'emprunt pour l'habitation propre, la matière est bien régionale. Alors, le bonus logement, c'est un système qui va vous donner droit à avoir une réduction d'impôt, donc bien régionale, et qui va être applicable dans les 3 régions, donc que ce soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. Et comment est-ce qu'on va savoir qu'on est dans cet emprunt? On va voir qu'il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir et que ça va dater, dépendre surtout de la date de votre emprunt. Alors, quelles sont les conditions? C'est la même chose pour les 3 régions. Première chose, il faut un prêt hypothécaire. On a vu ce que c'était. Donc, il faut que vous ayez fait un emprunt hypothécaire. Il faut que l'emprunt que vous avez pris, la signature de cet emprunt a été fait entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, voire même 2016 pour Bruxelles. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai emprunté en 2011 pour acheter mon habitation propre, et cet emprunt que j'ai fait en 2011, imaginons que je l'ai fait sur 20 ans, là pour l'exercice d'imposition 2019, ça veut dire que je rembourse toujours, je suis toujours dans le cours du remboursement de cet emprunt. Et donc cet emprunt, comme je l'ai fait entre 2005 et 2015, voire 2016 pour la région bruxelloise, je suis bien dans le bonus logement, pour autant évidemment je réponde aux autres critères. Donc il faut un contrat entre ces dates-là et il faut un contrat qui soit fait pour au moins 10 ans auprès d'une institution financière européenne. Donc ça veut dire que ça doit être une institution financière reconnue, agréée, et pas un prêteur privé par exemple, comme ça pourrait se faire. Donc en gros une banque ou une assurance, quoi. Ce bonus logement, en fait, il n'existe plus pour ceux qui ont emprunté à partir de 2017 en région bruxelloise. Effectivement, vous avez peut-être entendu parler, tous ceux qui ont emprunté à partir de 2017 et qui dépendent de la région bruxelloise n'ont plus droit à avoir aucune réduction d'impôt. Alors pourquoi? Parce que la région bruxelloise à l'époque a transformé toute sa législation et a octroyé plutôt ce qu'on appelle un super abattement, mais ça c'est ce qu'on voit en droit d'enregistrement. Donc comme il y a un super abattement au niveau des droits d'enregistrement quand on acquiert un bien immeuble, elle a dit que du coup elle supprimait ces réductions d'impôts pour les emprunts. Alors en région flamande et en région wallonne, on va voir que si on a signé un contrat d'emprunt à partir de 2016, ce sont d'autres systèmes qui sont applicables. Alors, il faut comme autre condition qu'on ait emprunté pour acquérir, construire ou rénover une habitation, c'est-à-dire un endroit où je peux habiter. Mais attention, cette habitation doit être une habitation propre et unique au 31 décembre de l'année de l'emprunt. Donc, ça veut dire que l'emprunt que je fais, c'est pour acquérir ou construire ou rénover mon habitation propre, vous savez ce que c'est, et unique. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'autre habitation à côté au moment où je conclus l'emprunt. En tout cas, on dit au 31 décembre de l'année de l'emprunt, je n'ai pas d'autre habitation, sauf les exceptions qu'on a vues précédemment. Plus les frais liés à l'habitation. Oui, parce que quand on achète un bien immeuble, vous savez qu'il y a des frais de notaire, il y a des droits d'enregistrement à payer ou de la TVA. Donc on peut emprunter pour ce montant global. Et alors il faut occuper l'habitation, évidemment, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc ça veut bien dire que quand vous achetez cette habitation, vous devez en faire votre habitation propre, évidemment. Sinon, vous n'avez pas le bénéfice du bonus logement pour avoir une réduction. Alors, on n'est pas obligé d'habiter tout de suite cette habitation, parce que parfois, oui, s'il faut la construire, ça met un petit peu de temps. S'il faut la rénover, ça met aussi un petit peu de temps.
on vous dit, vous devez l'occuper au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc en gros, vous avez 2 ans pour vous installer et bien dire que c'est votre habitation propre. Alors, si l'habitation que vous achetez contient une partie privée et une autre partie professionnelle, il faudra évidemment scinder les avantages fiscaux liés au prêt. Alors oui, effectivement, si vous achetez une habitation, donc si par exemple j'achète une maison et que je me dis que le rez-de-chaussée, je vais en faire mon cabinet fiscal et que je vais habiter au-dessus, et donc ça veut dire que si j'ai emprunté pour acheter cette habitation, le bonus logement qui va donner droit à avoir une réduction ne sera applicable que pour la partie propre, pas pour la partie professionnelle, évidemment. La partie professionnelle, ça va suivre un autre système au niveau fédéral, qu'on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après. Alors ça, évidemment, on arrive dans des situations un peu plus compliquées. Ça veut dire que ce contribuable-là, il va devoir déclarer son emprunt pour la partie propre au niveau régional, et il va devoir déclarer la partie de l'emprunt pour la partie professionnelle au niveau fédéral. Je ne ferai pas ce genre de situation, mais vous devez savoir que dans la vie professionnelle, vous pourriez très bien y être confronté. Alors, on dit que si le contribuable perd la caractéristique de propre de l'habitation, mais que cette habitation reste unique, on perd l'avantage du bonus logement régional et on tombe dans le système du bonus logement fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au fur et à mesure des années, l'emprunt que vous avez fait, c'était au départ pour une habitation qui est votre habitation propre, mais qu'après cette habitation n'est plus votre habitation propre. Exemple, j'ai emprunté, j'ai acheté un appartement en 2011. Et depuis 2011, c'est bien mon habitation propre. Donc depuis 2011, j'applique le bonus logement pour chaque fois avoir une réduction d'impôt. Imaginons que tout à coup, je ne sais pas, je rencontre quelqu'un et je me dis cet appartement maintenant est trop petit, on va peut-être investir dans une habitation plus grande. Et si mon emprunt court toujours pour cet appartement, or cet appartement n'est plus mon habitation propre, ben, je ne suis plus dans une réduction d'impôt au niveau régional pour cet emprunt qui court toujours. On verra que je tomberai dans ce qu'on appelle le bonus logement fédéral. Alors, imaginons que le contribuable perde la caractéristique unique de l'habitation, mais que cette habitation est toujours propre. Là, on va conserver l'avantage du bonus logement régional, mais on va perdre les éventuelles majorations qu'on va voir. Alors, on va voir effectivement qu'il y a des majorations et que ces majorations ne sont possibles que si l'habitation est toujours propre et unique. Alors, si elle n'est plus unique, donc ça veut dire par exemple que nous avons acheté notre maison en 2011 et puis après quelques années, on économise et on achète une seconde résidence à la mer, un appartement à la mer. Ça veut dire que mon habitation propre est toujours propre, mais elle n'est plus unique, puisque j'ai cet appartement à la mer. Eh bien, est-ce que je vais toujours pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt pour l'emprunt de mon habitation propre? La réponse est oui, toujours selon le bonus logement, mais que ça va être moins avantageux parce que je vais perdre certaines majorations qu'on va voir après. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est savoir, puisque là je vous décris ce système, mais au fond, quelle est la réduction exactement à laquelle j'ai droit dans le cas de cet emprunt quand on applique le système du bonus logement. Alors, on dit que l'application du bonus logement régional, la réduction va s'opérer sur une globalité. Donc c'est un avantage fiscal global, dans le sens où cette réduction va se calculer sur la totalité et des intérêts que je rembourse et du capital
que je rembourse, plus éventuellement les primes d'assurance solde restant dû que j'ai payées. Donc, exemple, j'ai emprunté pour acheter ma maison en 2011, ma maison qui est une habitation propre et unique, bref, je respecte toutes les conditions du bonus logement. Je suis dans mon exercice d'imposition 2019. En 2018, j'ai remboursé et des intérêts et du capital. Et j'ai même payé des primes dans le cadre de mon assurance solde restant dû. Eh bien, pour tout ce que j'ai remboursé, on va pouvoir calculer une réduction cette année. Alors, comment ça se calcule? C'est ce que je vais vous apprendre. Alors, quelle est la réduction? La réduction s'opère avec certains taux. Alors, ces taux sont évidemment différents, c'est ça qui complique encore les choses, selon la date de la conclusion du contrat. Soit j'ai fait un emprunt pour mon habitation propre avant 2015, soit j'ai fait un emprunt à partir de 2015. Si j'ai fait avant 2015, on dit que la réduction va s'opérer selon le taux marginal. Donc rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que ce taux marginal? Pour tous ceux qui ont fait l'IPP l'année passée, le taux marginal, c'est le taux le plus haut auquel je suis dans mes tranches d'imposition au niveau global. C'est-à-dire que on a vu à la séance précédente qu'il y avait un tableau de tranches progressives pour calculer l'impôt. Donc, taux qui sont applicables progressivement à mes revenus imposables globalement. D'accord? Ça commence à 25%, puis c'est 40, 45%, 50%. Eh bien, le taux marginal, c'est le taux au plus haut que je suis dans mon cas. Donc, si par exemple, mes revenus sont de, je ne sais pas moi, 45 000 euros, bah, mon taux marginal, ça va être 50%. Si, donc allez voir dans votre tableau, hein, le tableau étant donc, je vous le remontre, celui-là. Donc, voilà ce que je disais, si je gagne 40 000 euros, mon taux marginal est de 50%. Si mes revenus sont de 20 000 euros, mon taux marginal est de 40%. Si mes revenus sont de 32 000 euros, mon taux marginal est de 45%. D'accord? Donc vous devez toujours regarder quel est votre taux marginal. Et ce taux marginal, eh bien c'est ça qui va être la réduction qui va être octroyée sur ce que vous avez remboursé cette année et en intérêt et en capital. Alors, vous allez me dire, ah bon, bah alors c'est génial, donc ça veut dire que si cette année j'ai remboursé dans le cadre de mon emprunt, je sais pas moi, 2000 euros de capital plus 1000 euros d'intérêt plus 500 euros de prime assurance solde restant dû, ça veut dire que je peux calculer sur 3500 euros le taux marginal. Ou si j'ai remboursé plus, parce qu'en général, on rembourse bien plus que ça. Si j'ai remboursé 10 000 euros de capital, 5 000 euros d'intérêt, plus mes primes d'assurance restant dû, ça veut dire que je peux faire sur 15 000 plus mes primes de solde d'assurance restant dû. Alors, la réponse est non. Ça, ce serait génial, évidemment, parce que si mon taux marginal est de 50% et que j'ai remboursé 10 000 euros en capital et en intérêt, ça veut dire que ma réduction serait énorme. Alors, la réponse est non, parce qu'il existe, évidemment, comme toujours, des plafonds à ne pas dépasser pour pouvoir faire le calcul de réduction. Donc, il y a des montants de base maximum sur lesquels je ne vais pas aller au-delà pour calculer. Et ces montants de base, ils dépendent de la région dans laquelle vous vous situez. Alors, soit vous êtes en région flamande et le montant plafond est de 2 280 euros. Alors, pour autant que vous êtes dans un emprunt avant 2015. Parce que si vous êtes dans un emprunt après 2015,
Là, on est avec un plafond qui a diminué fortement, qui n'est plus que de 1 520 euros. Si vous êtes en région wallonne, votre plafond il est de 2 290 euros. Et si vous êtes en région bruxelloise, votre plafond est de 2 400 euros. Donc, vous voyez que si vous avez remboursé 10 000 euros cette année, comprenant les intérêts, le capital, les primes, soldes d'assurance restant dues, vous n'allez pas pouvoir calculer votre taux marginal sur 10 000. Hein. Vous allez pouvoir calculer seulement sur, si je suis bruxelloise, 2 400. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Alors non, effectivement, mais ce plafond va pouvoir être augmenté. Augmenté de combien et dans quelles conditions? Alors, c'est ce qu'on appelle les fameuses majorations. Alors, vous allez pouvoir majorer ce montant de base. Pour autant, vous soyez dans les 10 premières années de remboursement. D'accord? Donc, si j'ai emprunté en 2011, pour l'exercice 2019, je suis toujours dans les 10 premières années de remboursement. Et si et seulement si votre habitation est toujours propre et unique au 31 du 12 de l'année d'imposition. Donc ça veut dire qu'au moment où vous remplissez votre déclaration, eh bien, votre habitation est toujours une habitation propre et unique au 31 décembre de cette année d'imposition. Alors, si c'est le cas, vous pouvez augmenter ce plafond de 760 euros si vous êtes en Wallonie ou en Flandre, 800 euros si vous êtes à Bruxelles, plus encore éventuellement 80 euros, mais 80 euros si et seulement si vous avez au moins 3 enfants à charge, et encore, ces enfants étaient à charge au 1er janvier de l'année qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc c'est comme je disais, vous devez d'abord avoir fait vos enfants pour emprunter et pas faire l'emprunt et puis les enfants. Alors 80 euros, c'est pas 80 euros par enfant. Hein. C'est pour ça que le montant est un petit peu ridicule. Enfin, 80 euros, c'est toujours ça. Donc, ça veut dire que si vous avez emprunté en 2011, que au 31 du 12 2018, votre habitation est toujours propre et unique, que vous êtes, je sais pas moi, wallon, et qu'au moment où vous avez emprunté, vous aviez 3 enfants à charge, eh bien, vous allez pouvoir prendre région wallonne, 2290, plus 760 euros, plus 80 euros. Et là, vous allez avoir votre montant de base qui aura augmenté et qui sera alors, si vous faites 2290 plus 760, je calcule en direct, vous pouvez le faire aussi, plus 80, vous devrez arriver à 3130. Et bien alors ça, c'est 3130, ça va servir de montant pour calculer votre réduction. Si vous avez un taux marginal par exemple de 50%, eh bien vous faites 50% de ces 3130 euros. Alors attention, si vous ne répondez pas aux conditions pour avoir les majorations, vous restez avec votre montant de base, évidemment. Alors attention, chaque copropriétaire, donc ça veut dire chaque contribuable, marié ou cohabitant légal, peut bénéficier du système du bonus logement. Ça veut dire que la situation est donc analysée séparément pour chacun. Ouf, ça c'est génial évidemment, parce que si vous avez bien compris, vous auriez dû vous dire, tiens, mais alors quand je calcule la réduction sur ce que je rembourse l'année, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, mais en même temps, si vous êtes à 2, chacun peut avoir la réduction. Donc, si par exemple, nous avons remboursé, mon mari et moi, 10 000 euros cette année, en capital, intérêt, prime, assurance, solde restant dû, eh bien, ces 10 000 euros, si on a acquis la maison 50-50 ou si on l'a acquis en communauté, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si on avait payé chacun 5 000 euros. Eh bien, c'est sur les chacun de son côté qu'on va devoir faire le calcul. Moi, j'ai remboursé 5 000 euros. Bon, je dois calculer mon plafond. Quel est mon plafond? Est-ce que j'ai des majorations? Puis après, je fais le calcul en fonction de mon taux marginal. Et mon mari, on fait la même chose. Donc, ça veut dire que si chacun a droit à avoir une réduction, pour le ménage, évidemment, c'est intéressant.
va faire un exercice. Alors, comment est-ce que je déclare? Ben, comment vous déclarez? Prenez votre cadre neuf. Vous pouvez prendre le cadre bruxellois. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs codes. Alors, vous voyez dans le code, dans le cadre 9 bruxellois, ça commence tout de suite, vous voyez, donc rubrique 1 régionale, dépenses non mentionnées qui concernent votre habitation propre. Et vous avez petit point 1, intérêt, amortissement, capital, patati patata, contracté à partir de 2005, qui entre en considération pour le bonus logement régional. Vous êtes donc au bon endroit. Qu'est-ce que vous devez déclarer? Vous voyez qu'il y a plusieurs codes. Il y a des codes 360, 361, 344, etc. Au 360, ce que vous devez indiquer dans 360, c'est le montant que vous avez remboursé en intérêt et en capital. Mais attention, ce montant ne peut jamais dépasser votre plafond. Donc si par exemple, mon mari et moi, on a remboursé 10 000, ça veut dire 5 000 chacun, je ne pourrais pas mettre 5 000, il faut que je calcule mon plafond. Et c'est le plafond que je vais devoir mettre. Et puis le 361, alors je mets éventuellement, là vous voyez que ce sont les primes d'assurance solde restant dû. Mais ce 361, je vais pouvoir le remplir seulement si au 360, je ne suis pas encore au plafond. Donc si par exemple on a remboursé, je ne sais pas moi, 5 000 cette année, ça veut dire 2 500 chacun, et que je calcule mon plafond et que mon plafond il est de, je ne sais pas moi, 3 200, ben, là je ne suis pas encore au plafond, donc 2005, je vais pouvoir ajouter mes primes d'assurance solde restant dû pour pouvoir les cumuler et faire le calcul. Alors, si je suis donc déjà au plafond 360, je n'indique rien 361. Alors, ensuite, vous voyez qu'il y a des petites flèches. Et donc, vous voyez qu'il y a des petites flèches. Alors, 360, c'est si vous avez conclu l'emprunt en 2015 ou 2016. C'est parce que les montants, en fait, sont légèrement différents puisque les taux sont plus les taux marginaux. Et puis, vous voyez, donc ça c'est petit A, petit B, vous voyez, emprunt conclu de 2005 à 2014. Ça c'est les 370 et suivants. Donc regardez bien l'année de conclusion de l'emprunt. L'emprunt, c'est exactement la même chose. 370, vous indiquez intérêt capital que vous avez remboursé cette année, mais sans dépasser le plafond. 371, vous indiquez éventuellement les primes si vous n'avez pas dépassé le plafond 370. Et puis vous voyez, que ça soit en A ou en B, vous avez des petites flèches, des petits pointillés sur la gauche qui descendent. Et ces petits pointillés sur la gauche qui descendent, vous voyez, en fait, on vous pose des questions. Question, on vous dit, avez-vous mentionné en 1B des intérêts, amortissements en capital ou primes qui concernent un emprunt conclu à partir de 2009? Alors, soit vous répondez oui, soit vous répondez non. Donc, ça veut dire, est-ce que vous avez emprunté, en gros, avant 2009 ou après 2009? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Pour savoir si vous êtes toujours dans les 10 ans de remboursement ou pas. Alors, imaginons que vous cochez oui. Vous suivez encore la petite flèche. On dit si oui, l'habitation pour laquelle l'emprunt était contracté était-elle toujours votre habitation unique au 31/12/2018? Oui, non. En fait, ça c'est pour savoir si vous avez droit à vos majorations. Et puis, nombre d'enfants à charge au 1er janvier, vous mettez le nombre que vous avez. Et en fait, ces renseignements, c'est pour savoir si vous avez bien droit à vos majorations, à vos plafonds. Alors, si vous êtes des contribuables mariés ou cohabitants légaux, il y a un petit truc qu'on appelle l'optimalisation fiscale. Alors, l'optimalisation fiscale, c'est de dire que vous pouvez vous répartir l'avantage fiscal librement si vous êtes tous les deux dans les conditions du bonus logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
vous voyez que la réduction finalement du bonus logement dépend du taux marginal auquel vous êtes. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des taux marginaux qui sont différents. Par exemple, je sais pas moi, moi je gagnerais 40 000 euros, je serais un taux marginal de 50%. Donc ça veut dire que ma réduction d'impôt, je vais calculer à 50%. Et mon mari aurait par exemple un faible revenu et il serait, je sais pas moi, à 15 000 euros. À ce moment-là, il n'est qu'à du 40%. Eh bien, si nous ne sommes pas au plafond pour le calcul, on va pouvoir transférer une partie vers l'autre pour calculer une réduction optimale. Alors, je vais vous montrer ça justement en faisant avec vous le premier exercice. Alors, prenez vos exercices, mettez pause hein, si vous voulez. Je vais le prendre ici. Alors, on va prendre le premier exercice. Le premier exercice, c'est Monsieur et Madame Van Brabant qui sont mariés sous le régime légal, qui ont contracté en 2010 un emprunt pour financer l'achat de leur habitation propre et unique, qui est située à Leuven, RC 985 euros. Au 1er janvier 2011, ils avaient 3 enfants à charge. En 2018, ils ont remboursé 5 000 euros, capital et intérêt. En plus de leur prime d'ASRD, 300 euros pour monsieur, 200 euros pour madame. Monsieur a un revenu imposable net de 35 000, madame 20 000. Je vous dis qu'il ne possède aucun autre bien immeuble. Alors, on va faire la déclaration, le calcul de réduction, et je vous demande aussi qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ce ménage. Alors, première chose, détecter ce qu'il y a d'important dans le cas. Ici, vous voyez que c'est un couple qui se sont mariés, qui sont sous le régime légal. Donc ça veut dire qu'ils ont contracté sous le régime légal, donc en communauté, cet emprunt. Donc en gros, ça veut dire 50-50. Habitation propre et unique, ok. À Leuven, important, ça veut dire que c'est en région flamande. Ils ont contracté en 2010. Je vous dis, au 1er janvier 2011, ils avaient 3 enfants à charge. Voilà ce qu'ils ont remboursé. Donc ça, c'est important, capital intérêt. Donc ça veut dire chacun, finalement, 2500. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tout premier? Ça, il faut toujours faire. Vous calculez d'abord votre plafond par contribuable. Alors, ici, vous voyez plafond. On va calculer le plafond de monsieur. Alors, plafond de monsieur, on est en région flamande. Si on est en région flamande, je vais voir mes plafonds dans mon slide. On me dit, si j'ai emprunté avant 2015, si je dépends de la région flamande, le plafond de base est de 2280. Ok. Je peux ajouter éventuellement des majorations. Ben, on va voir, est-ce qu'on est dans le cas? Est-ce qu'on est dans les 10 premières années de remboursement? Ben oui, j'ai emprunté en 2010. Donc c'est bon. Pour l'année d'imposition 2018, ben, je suis toujours dans le bon. Je suis dans ma 9e année. Donc je peux ajouter 760 euros de majoration. Est-ce que j'avais 3 enfants à charge au 1er janvier qui suit la conclusion de l'emprunt? Ben oui, donc au 1er janvier 2011, oui, j'avais 3 enfants. Donc je peux ajouter 80. Du coup, mon plafond, il est de 3120. Je fais la même chose pour madame. Madame, sa situation est exactement la même. Donc, son plafond va être exactement le même, 3120. Une fois que j'ai fait ces plafonds, je fais ma déclaration. Alors, qu'est-ce que je prends? Donc, attention, prenez bien votre cadre neuf flamand. Hein. Donc, cadre neuf flamand, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le cadre neuf bruxellois. Alors, ne vous inquiétez pas, le numéro des codes sont les mêmes dans les 3 régions. Alors là, vous voyez, si vous prenez votre cadre neuf flamand, vous voyez donc rubrique 1 régionale, dépenses qui concernent votre habitation propre. Vous avez point 1, attention,
Là, on parle d'un bonus logement intégré, c'est pas ça. Ça, je le verrai après. Point 2, là, on vous parle de bonus logement régional. C'est bon. Petit A, emprunt conclu en 2015, c'est pas ça. Petit B, emprunt conclu 2005 à 2014, c'est bon. Donc, on est dans les 370 et suivants. Alors, qu'est-ce que je mets dans le 370? Intérêt et amortissement en capital. Qu'est-ce que j'ai remboursé cette année? Mais attention, en faisant attention au plafond. Ce couple a remboursé 5 000 euros. Ils sont au régime légal, donc ça veut dire 2 500 chacun. Est-ce qu'ils dépassent ces plafonds ou pas? Le plafond est 3 120, ben non. Donc, je peux mettre 2 500 chez lui, 2 500 chez elle. Je continue, 371. Les primes, assurance, solde restant dû. Est-ce que je peux les mettre? Oui, puisque je n'ai pas encore atteint le plafond là ni là. Donc, je vais pouvoir mettre ce que j'ai remboursé, enfin ce qu'ils ont remboursé, en prime d'ASRD. 300 pour lui, 200 pour elle. Je continue, vous suivez votre petite flèche. Vous répondez à la question. Est-ce que c'est un emprunt conclu à partir de 2009? Oui, puisque c'est en 2010. Donc vous répondez oui. Pour lui, oui pour elle. Est-ce que c'est toujours votre habitation propre et unique au 31/12/2018? Bah oui pour lui, oui pour elle. Nombre d'enfants à charge au 1er janvier qui a suivi la conclusion de l'emprunt, bah vous mettez 3 et 3. Et vous voyez, votre déclaration, au final, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à faire en plus, en fait. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous calculez la réduction. Et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Réduction, bah, quelle est la réduction? J'ai déclaré 2 500 plus les 300, ça me fait donc 2 800 pour lui. Elle, 2 500 plus 200, ça fait 2 700. Donc, je vais calculer la réduction. Alors, quel est le taux marginal? Ben, monsieur, en gagnant 35 000 euros, son taux marginal est de 45%. Allez voir dans votre tableau. Madame, en ayant gagné 20 000 euros, son taux marginal est de 40%. Donc, vous faites 2008 fois 40%, 1260, et chez elle, 1080. Donc, ça veut dire que la réduction de monsieur régional, donc ça veut dire dans son paquet régional, il va y avoir moins 1260, sa réduction. Et chez madame, dans son paquet régional, dans son calcul d'impôt, on va faire moins 1080 puisque c'est sa réduction. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller au ménage? C'est là que j'en viens à l'optimalisation fiscale. Vous voyez que monsieur, lui, il a un taux marginal plus élevé que madame. Donc ça veut dire que sa réduction est plus importante qu'elle. Et vous vous dites, bah, c'est dommage, parce que si on avait été avec un montant plus haut de base imposable, ben, la réduction aurait été plus élevée. Et on aurait pu, puisqu'on n'est pas en plafond. Le plafond, il est 3120. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 3120 pour calculer cette réduction. Eh bien, on peut le faire, ce qu'on appelle l'optimalisation fiscale. Ça veut dire qu'on va pouvoir transférer une partie de la base imposable de la réduction de madame vers monsieur pour avoir une réduction plus importante. Alors, on va le faire. Et on va mettre, alors, chez monsieur, on va mettre, alors, attendez, ici, là, c'est pas juste, c'est 3120, et là, c'est 2380. Alors, si monsieur a un taux marginal de 45% et son plafond est de 3120, eh bien, je vais transférer une partie de chez madame vers chez lui. Donc 3120, 45%, là je vais arriver à 1404 de réduction. Et si j'ai transféré une partie de chez elle chez lui, bah, chez elle évidemment la base imposable est moins importante. Donc sa base imposable n'est plus de 2700 puisque j'ai transféré chez lui 320, donc j'enlève 320 de chez elle. Donc 2380 fois 40%, ça fait 952. Alors effectivement, il y a bien une optimisation fiscale, puisque vous voyez que quand vous faites la réduction totale, là on est à 2340, alors que là on est à 2356. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimalisation fiscale.
Et c'est ce que vous devez pouvoir faire, puisqu'un comptable doit toujours donner les meilleurs conseils possibles à ses clients. Donc ça veut dire que ces personnes vont devoir déclarer dans le 3370, lui 3120, comme ça il est au maximum, et elle 2380. D'accord? Voilà, je vous laisse faire les exercices consciencieusement. Vous allez voir qu'au final, c'est moins compliqué que tout ce que j'ai expliqué, mais il faut absolument vous plonger dedans, sinon vous allez être complètement perdu. D'accord? Donc faites bien ces exercices. Ça, c'est le système donc du bonus logement régional qui est applicable lorsque on a fait un emprunt entre 2005 et 2015, voire 2016 pour Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a fait un emprunt après ce moment-là? Donc, il y a encore plein, évidemment, qui ont contracté des emprunts pour acheter leur habitation propre et qui l'ont fait en 2016, 17, 18, etc. Eh bien, à partir de 2016, la Flandre et la Wallonie ont abandonné ce système de bonus logement pour passer à un autre système. Bruxelles a continué avec le bonus logement en 2016, mais attention, je vous rappelle, à partir de 2017, eh bien, elle a supprimé son bonus logement. Donc, ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'applique plus le bonus logement, hein, on applique toujours le bonus logement. Ça veut dire que on fait une distinction, donc ceux qui ont contracté entre 2005 et 2015, bah, voilà, on continue à appliquer le système de bonus logement, et ceux qui ont contracté à partir de 2016, bah, eux, ils ont le droit à avoir une réduction d'impôt, mais différente, puisque c'est un autre système. Donc vous voyez que c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des contribuables, un va avoir tel système, un autre va avoir un autre système, un autre va avoir un autre système, parce que leurs emprunts ne se sont pas faits à la même époque. Alors, il y a le système en Flandre qui s'appelle le système du bonus logement intégré. Alors, ce bonus logement intégré, il ressemble vraiment très très fortement à ce qu'on vient de voir au niveau du bonus logement régional classique, je dirais. Ce système est applicable en fait pour tous les emprunts qui ont été conclus à partir de 2016 dans les mêmes conditions qui précèdent. Donc ça veut dire un emprunt hypothécaire de plus de 10 ans auprès d'une institution, pour une habitation propre, bref, etc. Mais attention pour les résidents flamands. Donc déterminer toujours la région dans laquelle on dépend. La seule condition qu'il ne faut pas respecter, et donc là du coup la Flandre a été plus large, c'est le fait que au moment de l'emprunt, donc si je le fais à partir de 2016, l'emprunt que je fais pour l'habitation propre, cette habitation doit être propre, ok, mais elle peut très bien ne pas être unique dès le départ. Donc si vous empruntez pour acheter votre habitation propre, mais que vous avez déjà un autre bien immeuble, bah, c'est pas grave, vous pouvez quand même bénéficier de ce système. Mais dans ce cas-là, les fameuses majorations ne pourront pas évidemment s'accumuler en plus. Alors, si vous prenez votre cadre neuf flamand, où est-ce que vous allez devoir déclarer? Ben là, vous voyez que c'est le tout premier point. Vous voyez, intérêt, amortissement, etc., contracté à partir de 2016, qui entre en considération pour le bonus logement intégré. Donc, vous êtes au bon endroit. Et là, vous voyez, ben, vous avez les codes 334 et suivants. Ben, c'est exactement le même principe que le bonus logement régional. C'est-à-dire que vous indiquez en 334 les intérêts, le capital que vous allez rembourser cette année, mais attention, en faisant bien attention au plafond à ne pas dépasser. Dans le 335, vous mettez éventuellement les primes d'assurance si vous n'atteignez pas le plafond, etc. Vous suivez votre petite flèche pour répondre aux questions. Et puis vous calculez votre réduction. Et la réduction, ben, c'est la même chose que ce que je viens de vous apprendre pour le bonus logement classique. Vous regardez
le plafond et vous appliquez le taux. Mais attention, je vous rappelle que à partir de 2015, c'est un taux fixe, ce n'est plus le taux marginal. Alors, ce bonus logement intégré, ça vient de tomber. Donc, ce sera pour l'exercice 21. Pas celui qu'on voit, pas non plus le 2020 de cette année, mais celui de l'année d'après. Le bonus logement intégré va disparaître en Flandre. Donc, ça veut dire que la Flandre fait la même chose que Bruxelles. La Flandre supprime tout à partir de 2020. Donc tous ceux qui contractent désormais, qui ont contracté à partir de cette année, ben, ils n'auront plus droit à avoir de réduction d'impôt, contrairement aux autres. En fait, c'est parce que la Flandre a aussi changé sa législation au niveau des droits d'enregistrement. Alors vous ferez des exercices après. Qu'est-ce qui se passe, puisque ça c'est en Flandre, mais qu'est-ce qui se passe en Wallonie? Alors la Wallonie a complètement changé de système. Elle a dit, ben, au fond, quand on regarde ce système du bonus logement, nous on ne trouve pas ça logique. Parce que finalement, si vous avez bien donc compris, celui qui va avoir droit à avoir le plus de réduction, c'est celui qui a un taux marginal le plus élevé. Or, le taux marginal le plus élevé, on l'a quand on gagne beaucoup de revenus. Donc, c'est pas logique de donner une réduction plus importante à celui qui gagne beaucoup. Du coup, la Wallonie a dit on va changer complètement de vision des choses et on va adopter ce qu'on appelle le chèque habitat. Alors, ce chèque habitat, il est applicable, ce système, pour les emprunts qui ont été conclus donc à partir de 2016, pour les résidents wallons évidemment. Quelles sont les conditions? Il faut faire un emprunt, toujours hypothécaire, minimum 10 ans. Mais attention, ici c'est pour acquérir ou construire votre habitation. On ne peut plus emprunter juste pour rénover l'habitation propre. Alors vous pouvez acheter et rénover, pour ça j'ai mis plus rénover, mais vous ne pouvez pas emprunter juste pour rénover. Alors que le bonus logement classique, lui, permet d'avoir emprunté juste pour rénover. Donc, vous êtes dans l'acquisition ou la construction, habitation propre et unique. Donc, dès le départ, quand vous faites votre emprunt, votre habitation doit bien être propre et unique. Alors, ici, on est dans un principe de crédit d'impôt, ce qui veut dire que si la réduction que vous avez est plus importante que l'impôt, votre paquet impôt IPP régional, ben, ça veut dire que vous allez être en négatif. Ben, ce négatif vous donnera droit à avoir un remboursement, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes. Alors, vous allez voir, la réduction dépend des revenus nets imposables et du nombre d'enfants à charge l'année du remboursement. Donc, ce que je vous dis, ça c'est une révolution dans la logique. On va cette fois dire, ben, la réduction va être accordée de manière maximale justement pour les gens qui ont des revenus moindres, minimale pour ceux qui ont des revenus élevés. Et ici, on va tenir compte des enfants à charge que vous avez au moment où vous remplissez votre déclaration d'IPP, pas au moment où vous avez fait l'emprunt à l'époque, ce qui me paraît plus logique évidemment. Alors, quels sont les codes à remplir pour ce chèque habitat? Ben là, prenez votre cadre neuf wallon. Alors, si vous prenez votre cadre neuf wallon, vous avez rubrique 1 régionale. Et vous avez premier petit point, intérêt et amortissement en capital d'emprunt contracté à partir de 2016 qui entre en considération pour le chèque habitat. Vous êtes donc au bon endroit. Alors ce chèque habitat, vous voyez que ce sont les 338 au suivant en fonction de l'année de l'emprunt, parce qu'en fait là les montants sont différents, puisque le montant est indexé chaque année. Alors, donc vous remplissez les 338, 339 si vous êtes dans un emprunt de 2018. Si vous êtes dans un emprunt de 2016 ou 2017, vous remplissez les 324 et suivants. Alors, qu'est-ce que vous devez indiquer là-dedans? Mais vous devez indiquer les montants réellement remboursés. Donc, quand ils vous disent intérêt et amortissement capital, ce que vous devez mettre comme montant là, c'est le montant que vous avez vraiment remboursé cette année. Il n'y a pas de
plafonds là à calculer pour la déclaration. Vous allez voir que les plafonds, après, on va les calculer, mais pour la réduction. Et donc ça, c'est l'administration fiscale qui en prendra en compte directement. Donc si par exemple j'ai remboursé 6 000 euros cette année dans le cas de mon emprunt, ben, je mets bien 6 000 euros dans les codes adéquats. Alors, quelle est la réduction ici? La réduction, ça va dépendre des revenus. Si vous avez un contribuable qui a des revenus nets, donc tous les revenus confondus, hein, pas que professionnels, hein, a des revenus nets de 21 733 euros, sa réduction va être de maximum 1520 euros. Alors pourquoi est-ce qu'on dit maximum? Ben parce qu'en fait, sa réduction, on va regarder par rapport à ce qu'il a remboursé. Ben, si j'ai remboursé 5 000 euros cette année et que j'ai un revenu faible, donc en dessous de 21 733 euros, eh bien, je vais pouvoir avoir une réduction de 1520 euros. Il n'y a pas de calcul à faire. Si j'ai remboursé cette année 1500 euros, bah, ce que je vais avoir comme réduction, c'est 1500 euros. D'accord? Parce que je n'ai pas dépassé le maximum. Mais je vous dis, en général, on rembourse bien plus que ce montant-là. Hein. Alors, si j'ai donc un revenu faible, maximum 1520 euros. Si j'ai un revenu moyen, alors c'est quoi un revenu moyen? La Wallonie dit avoir un revenu moyen, c'est avoir entre 21 733 euros et 83 828 euros. Ce sont des montants qui sont chaque fois indexés chaque année. Hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des chiffres ronds. Et bien là, ce que je vais avoir comme comme réduction, je vais devoir le calculer. Je vais devoir calculer en fonction de la formule suivante. Alors la formule suivante, c'est de dire 1520 moins, entre parenthèses, revenu net moins 21 733, fermez la parenthèse, fois 1,275%. Fermez la parenthèse. Alors je vous rappelle que ça c'est mathématique, priorité des opérations, on fait d'abord cet entre parenthèses et puis après on va au fur et à mesure en dehors des parenthèses. Donc ça marche comment? Donc, ça veut dire que si par exemple j'ai 50 000 euros de revenus nets, eh bien comment je vais faire? Vous faites la formule, hein, d'accord? Vous faites, on imagine, ici, vous mettez 50 000 là. Donc ça veut dire, vous pouvez voir, 1520 moins, entre parenthèses, 50 000, moins 21 733, fermé, fois 1,275%. Alors si vous faites à la machine, vous faites d'abord 50 000, on fait la première parenthèse, moins 21 733. Ça vous donne 28 267. D'accord? Ici. 28 267, vous multipliez par 1,275%, ce qui vous donne 360,40. Toujours attention à break d'arrondi. Et 360,40 fois, 360,40, donc ça veut dire que 1520 moins 360,40 est égal à 1159,6. Donc ça veut dire que la réduction que va pouvoir obtenir cette personne qui a des revenus de 50 000 euros, ça va être de 1159,6. Alors pour les revenus qui sont des gros revenus, ce que la Wallonie appelle gros revenus, ce sont les revenus qui dépassent 83 828 euros. Ben ceux-là, en fait, c'est simple, ils n'ont droit à avoir aucune réduction. Donc vous voyez que la logique est complètement différente. Alors que dans le bonus logement classique, tout le monde a droit à avoir une réduction. Ici, les plus gros revenus pas, et puis les plus faibles plus que les autres. Alors, ce montant-là, il va pouvoir en plus être augmenté. Et il va pouvoir être augmenté en fonction des enfants que vous avez à charge. Effectivement, on va dire que chaque enfant que vous avez à charge va donner droit à avoir 125 euros de majoration par rapport au montant que vous avez calculé. Mais attention, pour les deux parents réunis.
Donc, il faut faire une proportion, une optimalisation et non par contribuable. Donc, ça veut dire que si, par exemple, mon mari et moi, on a un enfant, on a emprunté à deux, on va pour chacun, on va calculer la réduction. Imaginons que moi, j'ai un faible revenu, j'ai mis 520 € de réduction et que mon mari a ici un revenu moyen et il a voilà, 1153 de réduction. Eh bien, les 125 €, si on a un enfant, on va pouvoir le mettre en plus chez quelqu'un. Alors, chez qui? À votre avis? Chez celui qui a la réduction la plus faible. Donc, c'est celui qui gagne le plus, évidemment. Puisque s'il gagne le plus, il a la réduction la plus faible. Et donc, ça veut dire qu'il faut augmenter sa réduction. Si on a, par exemple, la même réduction chacun, bah, on peut très bien répartir ce montant. Hein. Par exemple, faire moitié-moitié chez l'un et chez l'autre. Si on a deux enfants, on peut mettre un enfant chez l'un, un enfant chez l'autre. On peut mettre deux enfants chez seulement l'un. Mais on ne peut pas mettre et chez l'un et chez l'autre la même majoration. Alors, vous allez me dire, bah, ce système est génial parce que si on fait le calcul, ça veut dire qu'on arrive à plus finalement que ce qu'on a dans le bonus logement classique. Alors, c'est pas faux. Effectivement, on a en général un peu plus, sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que la Wallonie dit oui, mais attention, après 10 ans, la réduction à laquelle vous avez droit, eh bien, elle va être diminuée de moitié. Donc ça veut dire que ce que vous avez calculé comme réduction, vous allez devoir faire diviser par deux. Donc à partir de votre 11e année de remboursement, votre réduction n'est plus que de moitié. Et en plus, si vous êtes toujours dans les 10 ans, mais que votre habitation est toujours propre mais plus unique, bah vous devez aussi diviser par deux. Et puis en plus, quoi qu'il en soit, après 20 ans de remboursement, bah c'est fini, vous n'avez plus droit à avoir de réduction. Or, les remboursements en général s'étalent jusqu'à 30 ans, voire 35 ans. Donc, vous voyez que vous perdez quand même pas mal d'années de réduction. Alors, je vous laisse faire les exercices. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez quand même prendre un petit peu l'air, profiter du soleil quand même, mais pas trop longtemps. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée.